Bienvenue à cette deuxième partie de la session. Bonjour également à tous ceux qui sont en ligne et qui viennent de partout dans le monde. C'est un plaisir pour moi de vous présenter nos deux orateurs, Renato de Castro Meneses et Nuno Porto. C'est un projet qui est organisé entre les musées nationaux de Rio de Janeiro et le musée de l'université de Coimbra. Donc Nuno Porto, nous nous connaissons depuis de nombreuses années, puisqu'il est en fait l'un de mes professeurs lorsque j'étais à l'université de Coimbra il y a quelques temps. Donc Nuno est conservateur des collections africaines et d'Amérique latine du musée de Vancouver d'ethnographie, et nous avons Renata qui s'occupe du département d'anthropologie et elle œuvre également en tant qu'anthropologue à l'université fédérale de Rio de Janeiro au Brésil. Donc bonjour, il y a une présentation PowerPoint. Good afternoon, everyone. Bonjour à tous. Pour le dire clairement, notre présentation s'appuie sur un projet qui est en train de débuter aujourd'hui. Il est un peu spécifique puisque nous allons vous expliquer le contexte de ce projet. C'est le contexte de deux musées en fait. Et donc je vais commencer directement. Par ceci, je vais vous expliquer trois niveaux de contexte. Je les vois comme des cercles concentriques que j'utilise pour raisonner quant à ce projet pour la collection. En s'appuyant sur le travail du Musée national de Rio qu'il effectue auprès des collectivités locales, nous n'avons pas le type de collection qui permette d'apporter des réflexions sur cette importance de la même manière. Donc c'est une manière pour nous de parler d'Afrique en dehors de l'Afrique. Rapporter la diaspora africaine dans notre musée grâce à une collaboration académique avec Rio. Et à cet objectif, je vais vous expliquer de ce premier cercle de contexte qui est le domaine d'anthropologie ici en British Columbia. Ce musée est un lieu de culture, comme beaucoup de musées d'ethnographie d'ailleurs, qui se voient comme des lieux d'art et de culture dans leur relation avec les collections. Mais le MOA s'appuie sur les terres ancestrales, traditionnelles du peuple muskien. Et donc, il est logique que les œuvres d'art que vous rencontrez en dehors du musée soient des œuvres d'accueil de nos Premières Nations, des peuples autochtones. Il se situe en Colombie-Britannique, qui est en fait un lieu de grande diversité de peuples autochtones. Et lorsque ce musée a été fondé, et dans ces dernières années, donc de 2000 à 2010, les Muskiens étaient les propriétaires de la terre, comme je le disais. Et ils étaient très présents dans tout le campus universitaire où il y a vraiment une relation forte. Et donc pour
pour accueillir les visiteurs au musée, nous avons mis des œuvres d'art musquin. Et donc, une manière de le faire, c'est des œuvres d'art qui créent un chemin. Ici, vous pouvez voir cette œuvre d'art sur le sol qui représente la mer. Et après avoir traversé la mer, donc, vous entrez dans le musée et vous avez deux portes qui étaient les portes originaires du musée, mais qui n'étaient pas construites par des musquins. Donc on les a ramenées à l'intérieur du musée pour présenter un couloir qui est en fait dominé par les œuvres d'art musquines. Un deuxième élément dont je voudrais vous parler à propos de ce musée, c'est que lorsque nous avons étendu l'espace d'exposition récemment, nous avons délibérément proposé un changement dans nos processus tout en restant en accord avec la tradition du musée. Et donc, nous avons créé un lieu qui s'appelle l'entreposage du visiteur. Et donc, il varie cet espace en fonction des expositions. C'est un lieu de stockage qui est en fait visible. C'est pas vraiment une exposition en tant que telle. Et donc, nous avons également des catalogues aux côtés de nos expositions et des catalogues pour tous les objets. Donc, nous avons mis les collections et les catalogues en pensant que tous les visiteurs du musée étaient des chercheurs d'une certaine manière. Et donc, nous sommes restés sur cette idée. Lorsque nous avons transformé ces entreposages visibles en galeries, c'est resté tout de même un lieu de stockage pour nos collections, mais avec plus d'organisation. Une organisation qui n'est pas une organisation matérielle, comme c'était le cas par le passé, mais plutôt une organisation basée sur la culture. En effet, les galeries Multiversity, comme nous les appelons, sont organisées par collections, et les collections également, pardon, sont organisées par contexte historique et culturel. Donc les multiversités, en fait, c'est Claude Alvarez qui a proposé ce terme. Il est là pour remplacer le terme d'université. C'est quelque chose qui est apparu en Ouganda. Et donc la multiversité, c'est une façon d'expliquer qu'il y a beaucoup de cosmologie, beaucoup de façons de créer la connaissance et de la voir. Et donc quand nous avons travaillé sur cette question de la multiversité, le but était de renforcer le fait que le musée est un lieu de recherche. Et donc, les visiteurs doivent posséder tout un tas d'informations en relation avec l'objet. Et l'objectif était de voir un peu comment collecter les informations, montrer comment elles sont stockées, comment on les expose. Et par exemple, nous avons changé notre catalogue imprimé par des écrans disponibles dans la galerie. Donc quand vous êtes dans la galerie Multiversité, vous êtes dans une salle en particulier, eh bien vous avez une application digitale, numérique, qui vous met au sein de la pièce et qui vous donne un accès rapide à tout un tas d'informations. Quant à l'objet, chaque objet a un chiffre, un numéro, et donc vous pouvez taper ce chiffre à l'écran et apprendre toutes les informations que vous désirez quant à cet objet. Et donc vous avez vraiment toutes les informations que nous possédons à la portée de clic. Les visiteurs sont également mis au courant de tous les intérêts que nous avons par rapport à ces objets. Nous avons des connexions pour lesquelles nous n'avons pas beaucoup de connaissances. Et donc, nous pensons que nous pouvons le cataloguer également, ce fait.
les formats de catalogue sont transformés de manière systématique en fonction de la production de connaissances. Également, un autre point tout à fait significatif dans ce processus, c'est la plateforme numérique, le réseau réciproque de recherche. Tout le monde peut devenir un membre, développer son propre projet, et au sein de ce projet, l'une des principales possibilités est d'ajouter de nouvelles informations, de les partager, de les transformer au sujet d'une collection, mais pas seulement notre collection, mais la collection de 137 lieux. Plutôt de 137 collections au sein de 3 institutions qui ont accepté, qui se sont montrées intéressées par ce système de recherche réciproque, comme nous l'appelons. Nous avons un deuxième niveau de contexte. Ceci m'amène un peu en dehors du musée, mais également m'y ramène. Et ceci est lié à la mission actuelle. La compréhension du génocide qui s'est passé au Canada, qui est quelque chose de majeur dans la création du pays. Ce génocide, c'est le génocide des peuples autochtones. Ceci, évidemment, signifie une transformation de la terre. Et depuis 2013, nous avons, je dirais de manière plus efficace, pu entrer en partenariat avec les peuples autochtones pour atteindre une justice sociale. C'est quelque chose qui se fait lentement, mais qui se matérialise, je l'espère, par des actions. L'une d'entre elles, c'est celle-ci. La reconnaissance des instruments de génocide qu'est le système d'écoles résidentielles du Canada. Ceci a non seulement tué de nombreux enfants qui étaient dans ces écoles, des enfants qui dormaient dans les écoles, mais ça a également créé des traumatismes multigénérationnels toujours présents. Et d'ailleurs, vous pouvez voir dans la société contemporaine canadienne actuelle, dans laquelle nous sommes tous engagés, et les musées ont un rôle à jouer, cette nouvelle envie de réparer. Comme cela a été expliqué par les créateurs des écoles, ils voulaient tuer l'Indien dans l'enfant. Vous imaginez? C'était comme ça qu'ils présentaient la chose. Voilà le type d'image qu'on avait. Et plus nous en parlons, avec le temps, de plus en plus d'enquêtes ont lieu sur ces écoles. Il y a une montée de la sensibilisation, je dirais. On se rend compte que des enfants ont été enterrés de manière anonyme. Et depuis ces découvertes de lieux d'enterrement, on a commencé à avoir des chiffres. On était à 7000. Et on se rend compte que la Commission de réconciliation du Canada pense que ces chiffres sont évidemment plus élevés. Donc ça, c'est évidemment pas quelque chose qui est un problème uniquement lié à la Colombie-Britannique, mais qui est lié à tout le pays. Et quel en est le résultat aujourd'hui? Eh bien, moins de 0,2% des terres autochtones appartiennent à des peuples autochtones. Troisième niveau aujourd'hui de ce contexte que je voulais vous présenter. C'est l'appel à l'action de la Commission de réconciliation et de vérité du Canada, qui est vraiment le groupe qui travaille, avec les musées d'ailleurs, mais également la Déclaration des droits des peuples autochtones des Nations Unies. Ces deux documents ont aidé notre plan stratégique au niveau de l'Université de Colombie-Britannique. Le musée d'anthropologie, d'ailleurs, a été vraiment
très actifs dans cette collaboration pour mettre en pratique ce travail quant aux voix des autochtones, leur donner la participation, à tous les niveaux d'ailleurs, dans le travail que nous effectuons au sein des musées. Et donc c'est un bon début déjà. Le deuxième niveau de contexte dont j'aimerais vous parler brièvement, eh bien, je suis désolé, mais je vais faire un peu de publicité de mon exposition. Une exposition par rapport aux voix africaines dans les racines canadiennes. Donc c'est un type d'exercice où on met en fait en place une critique de la façon dont les musées exposaient l'art obtenu lors de colonisation. Nous avons pour ce faire le partenariat du musée national et de manière très intéressante, un étudiant nigérien et sa jumelle sont venus lors de la galerie multiversité et ont vraiment été touchés en voyant que ces œuvres d'art étaient présentées de la sorte. Nous avons dans nos étudiants également des membres de peuples autochtones qui ont aidé. Ici, vous voyez des sculptures qui sont très personnalisées. Et en fait, chacun de ces personnages représente une personne en particulier. Et donc, c'est très fortement lié à la personne. Si on expose une personne, eh bien, le musée, d'une certaine manière, traite ces personnes comme des objets, en les montrant comme ça dans des boîtes. C'est pourquoi nous voulons changer notre façon de les présenter libres dans la salle. Ainsi, à Sakofa, nous avons demandé un étudiant, Chaitko Otaeke, nous lui avons demandé de créer à cette étudiante une exposition avec des projets contemporains qui est en fait un projet Instagram qui est basé sur le travail d'un jeune photographe nigérien. Et donc, sur l'écran, on voit ce qui serait un living d'une maison où ces personnes sont présentes, elles sont dans des positions très modernes qui nous viennent des marchés nigériens. Ainsi, pour conclure, l'idée de cette exposition, c'était vraiment d'aller à l'encontre de l'idée des musées d'habitude. Nous voulons nous mettre en accord avec Sosa Chen quand il déclare que notre tâche, c'est d'être des éradicateurs de colonialisme. Et nous voulons, par ce projet des multiversités, mettre à mal le capitalisme, le patriarchisme, le colonialisme. Et à Sokofa, d'une certaine manière, nous avons utilisé nos collections africaines, non pas pour parler du passé, mais plutôt pour les lier au présent et parler de problèmes, de restitution par exemple, de rapatriement, telles que certaines des copies que nous possédons. Alors, avant de donner la parole à Renata, et peut-être pour conclure d'une certaine manière cette approche contextuelle que je vous ai donnée, et les raisons de ce projet, comme je vous l'ai dit que c'est un projet qui est en cours de lancement, je pense que l'objectif c'est de se décentrer des formes de connaissances, de repenser notre façon de penser
et de penser, de parler plutôt, de la vitalité de ces formes de célébration, mais pas que au Nigeria et dans notre région, mais également comme un travail de documentation de base de la façon de parler d'Afrique à l'étranger et des collections africaines. Donc merci. Je vais maintenant donner la parole à Renata. Merci. Merci Nuno. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, ma présentation PowerPoint, la voici. Merci à tous. Merci Boris, merci Aude de nous avoir invités aujourd'hui à cette discussion. J'aimerais parler donc de mon musée. J'aimerais tout d'abord présenter, mais je ne vois pas qu'il y a mes deux premières diapositives, donc il y a eu un problème. Mais en tout cas, j'aimerais vous parler de mon institution. Je suis anthropologue brésilienne, je viens du sud du pays et je viens d'un musée de reconstruction. Donc un musée qui est en pleine reconstruction, c'est le musée national de Rio de Janeiro, qui est en fait la plus vieille, la plus ancienne institution historique. Et c'est un musée d'anthropologie. Et nous avons connu d'ailleurs le bicentenaire il y a peu, en 2018. J'ai des données à vous proposer. Nous étions vraiment une communauté muséale dont je fais partie. Et il y a une expression d'une collègue qui m'a dit qu'en 2018, nous avions 89 professeurs, 210 membres d'équipe, 500 étudiants et 120 employés temporaires, 6 départements, beaucoup de sections, 6 programmes de masters avec une grande production académique et la majorité est liée aux collections. Et nous savons également que c'est un musée très populaire dans la ville de Rio. Pourquoi? Eh bien, car la majorité, ce sont des œuvres d'art populaires. Et donc, pour beaucoup de Brésiliens, c'est le seul lieu qu'ils visitent. Il a évidemment des règles coloniales. Pourquoi? Parce qu'il a été créé durant la période coloniale au Brésil, et puis nous avons connu l'indépendance du Brésil en 1882. Il est devenu le musée impérial. Il faut savoir que ce musée est plus vieux que le pays. Le musée existait avant la création du Brésil. Et donc il n'y a pas de chronologie linéaire de l'anthropologie. Il s'est appuyé sur des opportunités de changement, de contrebalancement du pouvoir, et ensuite a été transformé en maison de sciences. Et donc, dans les années 60, il est devenu le musée fédéral de l'université de Rio de Janeiro. Donc, c'est un musée qui a des racines coloniales, mais qui est également un institut qui a accueilli et formé de nombreuses générations de chercheurs, qui a défendu la diffusion de la connaissance en combattant la patriarchie et les idées reçues de la société. C'est également le résultat d'une lutte académique pour atteindre l'excellence. Et il est également ouvert à la diversité des cultures et des vies sociales au Brésil. Au début des années 2018, nous avons fait des expériences de collection avec des partenariats ici, par exemple, avec des peuples autochtones. Nous avons des programmes d'enseignement également avec des enfants, avec des t-shirts violets que vous voyez, qui est celui lié à notre programme pour la science, et également à d'autres clubs de jeunes scientifiques. Et ceci a pour but d'amener d'autres générations
à la connaissance scientifique et peut-être d'autres sortes de sciences que nous pouvons mettre en place avec des partenariats. En septembre 2018, il y a eu un feu avec des répercussions au niveau international et donc on a brûlé. Ensuite a commencé notre programme de reconstruction. Dans ce processus de reconstruction, ce n'est pas seulement un processus de refaire le même musée. C'est un processus de réflexion. Nous avons discuté du type de musée que nous souhaitions avoir à ce moment-là. Quel type de musée anthropologique? Est-ce que nous voulions avec des collections ethnographiques? Est-ce que l'anthropologie a besoin de musées? Ce n'est pas que pour le milieu académique, mais aussi pour les communautés. À qui appartient un musée national? Et c'est une question qui est très importante pour nous. Qui est le propriétaire d'un musée national? Comment est-ce que je peux vous expliquer? C'était un processus de décolonisation des collections. Nous avons eu à faire face à de telles difficultés que le soutien pour cette reconstruction servait à la société, aux communautés. On a parlé de solidarité nationale, de groupes de personnes qui, la veille du feu, ont essayé de nous aider. Non, le lendemain du feu, ils ont commencé à nous aider pour nous aider à reconstruire ce musée de manière plus inclusive. Ici, vous avez une photo donc à l'école maternelle, donc des enfants qui essayent de justement reconstituer donc des objets du musée. Ils nous ont envoyé des lettres, etc. Donc j'avais toutes ces questions dans ma tête. Et nous avons aussi reçu ce type de cadeau de communautés autochtones pour justement reconstruire le musée. De nouveaux objets, justement, avec un processus de collaboration. Donc j'avais toutes ces questions dans ma tête. Sur Instagram, donc on voit justement la dévotion au cosmos à Rio de Janeiro. Donc on parlait d'anthropologie sociale au musée et nous avons justement développé cette dévotion avec des théories de rituels et de performance. Et pendant la quarantaine de Covid, nous avons cherché à présenter les résultats de notre recherche. C'était donc une dévolution des connaissances en impliquant justement les enfants. On a eu un réseau social qui nous a permis justement des interactions avec les visiteurs qui cherchaient à reproduire justement le rythme des fresques. Donc à Rio de Janeiro, la dévotion post-colonialiste s'est manifestée justement avec des dons qui ont été faits aux enfants. Donc il y avait des groupes formés de membres de la famille ou des petits groupes qui se déplaçaient de maison en maison. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion car les enfants sont attaqués, mais c'est un bon signe. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui se produit. Parfois, ils s'arrêtent lorsqu'ils ne trouvent pas un groupe suffisamment grand. Certaines personnes donnent aussi donc des vêtements, des jouets, de la nourriture. Le 27 septembre, des milliers de personnes ont célébré donc cette fête.
Lorsque nous avons commencé la recherche, nous avons cherché à comprendre la connexion avec les enfants. On parle de prédiction catholique géographique. Donc, ces traditions chrétiennes qui ont vécu dans les premiers siècles de la chrétienté en Syrie et qui ensuite se sont manifestées sous l'Empire romain. On les considère comme étant des modèles. Nous sommes aussi connectés à l'idée de la fertilité de la femme et de la protection. Ceci s'est renforcé en Afrique avec la diaspora africaine. Il y a des traditions autochtones et la possibilité donc d'associer des jumeaux sur des images. On voit de beaux exemples d'hybridisation. Ces concepts ont généré un débat théorique où on a pu voir que la dévotion s'est répartie dans différentes directions. Et on voit un exemple de la complexification donc, des différents systèmes religieux en Amérique latine. C'est pas juste le catholicisme, avec différentes traditions, même au Brésil, différents groupes africains, mais un lien aussi avec les religions américaines, avec l'utilisation de l'ayahuasca. Donc c'est pas juste le catholicisme, c'est vraiment répandu dans diverses traditions religieuses au Brésil. Ce type de transformation s'est transformé sous la forme d'icônes. Le cosmos. Et donc c'est plusieurs frères, le troisième étant le plus petit. C'est l'exemple des conflits modernes au Brésil, car les groupes évangéliques, orthodoxes ou catholiques, donc il y a justement des enfants qui participent à ce type de jeu et ça génère de nombreux conflits religieux. Cette dévotion est aussi un signe de conflit entre les foi et aussi de débat entre les différentes foi au Brésil. Lorsqu'on fait justement cette exposition et qu'on invite des personnes pour faire des partenariats, je pense que ça a été possible parce qu'on partage des conceptions similaires avec l'utilisation des collections iconographiques qui sont plus justes, égalitaires. Nous avons eu à faire face à des défis pour rassembler ces collections. On avait besoin des étudiants, de nos collègues qui étaient très importants, les groupes, les communautés liées à cette dévotion. Et j'aimerais à présent vous présenter certains faits afin d'en discuter avec vous. La question est comment créer une collection autour de cette dévotion? À partir de quel moment on peut considérer que c'est une collection? On a fait une exposition virtuelle. Donc, comment dialoguer? La première partie, c'est pour des objets religieux. Comment créer une collection d'images religieuses ou d'objets religieux? Il y a une question à prendre en compte. Est-ce qu'un groupe ou une religion, est-ce qu'il y a un règlement? C'est une religion vivante.
Comment créer une collection d'images qui prennent en compte les différentes utilisations faites de ces images par les personnes. Donc il y a une combinaison complexe entre la pratique, l'action, les émotions, comment utiliser ces images. Donc la première chose pour nous, c'est justement de comparer les images, les variations et leur utilisation. Comment mettre tout ceci dans une collection? Et également, comment est-ce que ces images religieuses nous amènent à nous questionner sur l'essence religieuse des images? Elles peuvent devenir religieuses à un moment donné et à un autre moment correspondre à des images de la vie quotidienne. Donc il peut y avoir une modulation de l'utilisation de ces images. Il y a des utilisateurs religieux de vêtements, mais c'est pas uniquement religieux, mais ça peut le devenir. On s'est posé ce type de questions. On a cherché à classer, à créer des registres avec ces objets. Les objets religieux, c'est une catégorie très ouverte. Si on parle de la religion chrétienne, on peut dire qu'est-ce que la religion, qu'est-ce que n'est pas la religion. Est-ce que ce sont toujours des objets religieux ou pas? Comment créer une collection de gestes, de senteurs immatérielles? Comment créer une collection avec des bonbons? Ils sont si importants pour les enfants. Il y a une composition esthétique. Donc ça montre la dévotion et l'efficacité religieuse. C'est pas juste pour manger. Il y a aussi donc un aspect magique et secret. Comment créer une collection avec ceci? Autre chose. Donc l'imaginaire religieux dans différents contextes. On a fait une recherche très importante au Brésil et on a cherché à comprendre que nos parades pour le carnaval, c'est de l'art. C'est une expression de performance par rapport à la société brésilienne. Pour communiquer des processus de symbolisme par rapport à la société brésilienne. Donc nos costumes, qu'est-ce qu'ils représentent? Et on fait en sorte que les personnes, justement dans les carnavals, ont ces idées de dévotion et justement transmettent ces coutumes. Et on a une petite base de données à ce sujet. On a cherché à apprendre à visualiser une collection à ce sujet. Il y a également la chaîne opératoire de ces costumes et les utilisateurs, les performeurs des costumes. Comment est-ce qu'ils les assemblent? Comment est-ce qu'ils font pour qu'ils aillent ensemble? C'est complexe. Et troisième partie, une nouvelle partie qui est influencée par différents travaux. C'est un artiste jeune, noir, lié justement à l'activisme ou à l'art de rue. Comment réinterpréter les opportunités pour les personnes noires
ou justement quand il y a eu les génocides contre ces personnes au Brésil. Donc on cherche à utiliser des costumes pour mobiliser des discussions d'activistes, justement en utilisant leurs frères et sœurs pour ce faire. On a fait une recherche récente, donc pas avec cet artiste. Donc ça sera une nouvelle fois avec cette collection. Voilà, nous avons pu reconstruire une partie du musée national grâce à cette collection, grâce à la joie et à cette dévotion. Merci beaucoup pour votre attention. Et à présent, je donne la parole pour le débat. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Merci beaucoup pour cette deux présentations. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire, peut-être que j'ai tort, mais j'avais l'impression que l'idée dans vos deux projets, c'était d'avoir une collection jumelle partagée. Ça va dans les deux sens. Est-ce que vous pouvez peut-être développer un petit peu à ce sujet? Donc, en tout cas, c'est l'intention. Les collections voyagent d'un endroit à l'autre. Ce que Nuno a dit par rapport justement à ces collections jumelles, elles n'étaient pas séparables des êtres humains auxquels elles sont associées. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une collection jumelle inséparable. Oui, c'est l'idée. Je ne suis pas certain de comment expliquer en pratique. Il doit y avoir un pied de page à ce sujet. Lorsque nous avons commencé à parler de cette possibilité, nous espérions qu'on aurait dépassé cette situation en lien avec le Covid. Donc l'idée, c'est vraiment d'encourager cela, comme vous l'avez mentionné, une collection qui partage les ressources et co-créer, si vous voulez, une recherche entre les deux institutions. Grâce à cela, nous cherchons à créer un troisième espace entre les deux musées qui permettra au musée d'anthropologie ici à Vancouver d'incorporer des pratiques, des recherches réalisées à Rio pendant le processus de collecte et de partager donc ces ressources par rapport au catalogue des descriptions dans les différentes langues, ce type de choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Il y en a une qui va sortir d'ici quelques instants. Je voulais vous demander, donc pour votre information, quelles sont les perspectives par rapport à la reconstruction du musée à Rio? Vous nous avez montré des images pour justement la reconstruction du bâtiment. Est-ce qu'il y a des perspectives d'avoir un bâtiment qui pourra accueillir les nouvelles collections? Nous avons trois fronts. La reconstruction du bâtiment, la restauration de la partie botanique qui n'a pas été affectée par le feu, et aussi on a la construction d'un nouveau bâtiment. Et on a aussi donc la reconstruction d'une nouvelle collection. Donc on a trois espaces différents sur 5 fronts, si je puis dire. Le bâtiment sera
ouvert, une petite partie du bâtiment sera ouverte en 2022, car ça sera le bicentenaire. On veut aussi recevoir des étudiants et des écoles. Bien sûr, la pandémie est un problème pour cette reconstruction. Et le problème, c'est que les difficultés qu'on a avec le gouvernement brésilien, on a besoin de soutien pour la reconstruction du musée. Nous avons le soutien de Rio. On a aussi un soutien de la part de fondations du côté du gouvernement. Mais le gouvernement fédéral n'est pas très enclin à reconstruire le bâtiment et la vie académique au Brésil à l'heure actuelle. La recherche et les collections que nous avons afin de faire des campagnes permanentes pour mobiliser les personnes qui vont nous aider à reconstruire la vie de la recherche au sein du musée. J'aimerais également ajouter 2 points, si je peux. Premièrement, la solidarité internationale a été fondamentale à notre survie. On était vraiment au point de départ, donc nous sommes vraiment très reconnaissants à toute la communauté de l'anthropologie, parce que à ce moment, on a pu sentir ce soutien de votre part. Et deuxièmement, sur Instagram, si vous voulez aller voir, vous êtes invité d'aller sur nos réseaux sociaux. Donc vous pouvez voir mon exposition sur Instagram. Je serai très contente de recevoir vos commentaires. Bonjour. Je vais modifier ma question en ce qui concerne les collections sur Instagram. Ce sont des plateformes ouvertes pour créer donc des expositions virtuelles. Comment? C'est une question parallèle. Qu'est-ce que vous faites par rapport au danger de la propriété intellectuelle? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit? Est-ce que le musée a des préoccupations à ce niveau-là? S'il y a un avantage et que des gens relaient des images que vous avez postées? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à bien gérer? Ma question, donc celle que j'essayais de formuler précédemment, c'était lorsque vous parlez de l'histoire du musée national qui occupait un espace colonial et qui a été déplacé dans le Palais Royal. Cela m'a rappelé un musée. Donc j'ai travaillé un peu dans le musée national aux Philippines, en travaillant dans ces espaces coloniaux précédemment. Il y avait également des défis par rapport à l'architecture qui prenait soin des collections. Et c'est une opportunité de reconstruire quelque chose qui peut allier, donc échapper à cette architecture coloniale, mais aussi construire quelque chose de plus durable et plus sûr pour les collections. Je peux répondre? Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez répondre, bien sûr. Tout d'abord, en ce qui concerne la propriété, les droits de propriété, j'y ai pas pensé, c'est une bonne question par rapport à cette proposition, à cette exposition. C'est une production, disons, comme en laboratoire, on a fait des recherches, toutes les photos, etc. C'est une production de mon équipe. Donc, dans ce sens,
je ne suis pas inquiète qu'on l'utilise. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très inquiètes quant aux reproductions, mais pour la nouvelle collection, effectivement, on va devoir se pencher sur cette question. Le personnel du Musée national, on se considère comme étant des gardiens d'autres propriétés. Tout est, disons, tout provient des racines ou du peuple brésilien et automatiquement, j'essaye du mieux que je peux de tout protéger. Parfois, c'est difficile. Mais en ce qui concerne Instagram, ce n'est pas seulement public et gratuit. Je peux aussi faire des posts. Enfin, notre groupe peut poster une photo pendant les festivals. On essaye de reproduire le rythme du festival dans nos publications. Donc le deuxième jour, on poste ça, etc. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est une célébration virtuelle pendant la quarantaine. Et c'est pourquoi Instagram était si important. On a pu faire des posts tous les jours et conserver donc un rythme. L'autre question, c'est oui, on pensait déplacer ce bâtiment historique depuis 1995. On ne pouvait pas faire de recherche avec des équipements modernes. Donc effectivement, on avait le plan de déplacer ce bâtiment dans un autre bâtiment qui sera plus durable. Voilà, c'est l'idée. Ça fait plus de 30 ans. Nounou, vous souhaitez réagir? Merci beaucoup. Il y a une autre question ici pour vous, Renata. De Paola Lunan. Elle dit merci. Et elle demande: est-ce que vous avez justement donc des enregistrements récents, donc des enregistrements sur le terrain? Oui, une partie a été brûlée justement avec le bâtiment. Mais il y a des recherches récentes. Il y a beaucoup de choses sur Internet, dans le cloud. Donc effectivement, tout était basé sur le travail de terrain. J'ai fait des recherches avec des enfants, des écoles élémentaires, donc des étudiants qui travaillaient avec moi, qui faisaient des recherches pour moi. Un adulte, ça leur semblerait étrange. Ils se diraient, mais qu'est-ce que c'est? Il y a peut-être un risque de pédophilie, qu'est-ce que vous faites là? Donc, oui, effectivement, j'ai demandé à des enfants de m'aider pour ces recherches. Très bien. Une autre question qui suit pour vous de Dan Hoffman. Ah, c'est un de mes amis. Comment est-ce que les peuples autochtones du Brésil ont réagi au feu et à la perte de leur histoire et de leur culture? Est-ce que c'était un deuil, de la tristesse, de la colère? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de réactions? Oui. J'ai voulu vous montrer des exemples avec les Bonouas. Il y a Karaja. C'était une photo dans mon PowerPoint. C'était très difficile. On avait de nombreux enfants dans nos programmes, justement, issus de communautés autochtones. Ils sont devenus très préoccupés par rapport à cette possibilité d'être les derniers à voir certains de ces artefacts.
C'était très touchant. C'est comme cela qu'on sait que nous ne sommes plus un musée à tendance coloniale. Justement, il voulait restructurer les choses et partager cela avec nous. Nous avons reçu beaucoup de réactions. Avec le conservateur du Musée national, il pourra vous en dire davantage que moi à ce sujet. Nuno a écrit quelque chose sur ce feu. Donc si je peux rebondir, nous avons eu le plaisir d'avoir Monsieur Joao de Oliveira avec nous hier. Il a parlé de ce vaste projet, donc de réunir de manière virtuelle des collections d'Amazonie du monde entier. Et il faisait partie de ce programme. Est-ce que vous envisagez l'idée, justement par rapport à ces projets de collection, de demander la collaboration des musées de partout dans le monde pour contribuer justement à ces collections virtuelles? Donc ça serait une première question. Et deuxièmement, par rapport à la culture, donc en Afrique de l'Ouest, est-ce que vous avez envisagé cela aussi au Bénin, par exemple? Alors, commencez, Nuno, commencez. Pour vous donner une réponse courte, c'est oui, mais bien sûr, il y a une réponse beaucoup plus longue. On est vraiment au début de ce projet. Notre idée, c'est bien sûr... Je ne parle pas nécessairement de la position du musée d'anthropologie ici, mais je peux dire qu'on pourrait imaginer exclure des collaborations digitalisées. Il y avait une question sur les droits digitaux. C'est une question qui est importante lorsque on récupère des objets. Il y a différentes étapes et on transforme ces objets du fait de l'existence, du fait qu'ils existent au niveau digital. C'est pas au niveau des droits de propriété, c'est une transformation de la réalité, justement, dans cette sphère digitale. Mauer a travaillé sur un projet pour décoloniser les collections africaines et a établi des partenariats avec des musées en dehors de leur zone, en essayant de créer des relations avec des universitaires et des musées dans différentes régions en Afrique. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, comme c'est intéressant à la fois pour le musée national et le musée d'anthropologie, de créer également ce type de connexion. Mais je pense qu'on doit y aller étape par étape. Nous devons construire cette collection à présent et bien sûr cartographier les objets en lien avec les collections digitales. Le problème s'articule pour les musées en Afrique du point de vue de la perspective du musée d'anthropologie. Donc, il faut regarder la démographie des personnes noires canadiennes et c'est en lien avec les personnes à Vancouver. Donc, c'est en lien avec la diaspora. On a ce type de partenariat dans des projets existants. Et on doit commencer comme cela ces collections.
Et dans une deuxième phase, une phase de tandem, ça peut parfois se produire de manière imprévisible. Donc c'est lié donc à l'Afrique, à des musées dans les Caraïbes. Regardez au Brésil, dans la généalogie, avec les différentes pratiques religieuses, mais d'autres pratiques aussi. Donc dans les Caraïbes, on aimerait essayer de créer des ponts entre les personnes qui viennent, qui se rendent au musée, et la partie digitalisée. C'est fantastique. Les musées sont des institutions locales et elles travaillent pour un public local. Malheureusement. Non, par chance, nous avons des outils pour collaborer de différents endroits. Donc moi je suis à Vancouver, d'autres personnes à Genève, et c'est comme ça qu'on peut avoir une conversation. Notre mandat, c'est vraiment cette idée de créer une partie de la collection africaine en dehors de l'Afrique, directement en lien avec la diaspora, et de lier ces éléments justement à des choses qui ne sont pas issues d'Afrique. Et donc c'est pertinent et important à mon sens. Et je vais m'en arrêter là. Thank you. Merci. D'abord, je ne suis pas une experte en questions africaines. Je suis plutôt experte en matière de culture populaire. Alors peut-être que si je suis invité, le côté des collections africaines me permettront de plus m'y atteler. Quoi qu'il en soit, mes spécialisations sont plutôt liées aux célébrations, aux festivals. C'est vraiment sur quoi nos recherches s'attellent. Yes, a question from... Une question du public ici ? Bonjour. J'ai deux questions. La première est celle-ci. Selon vous, en pratique, comment l'échange des collections se déroulera-t-il ? Effectuerez-vous une tournante tous les 5 ans, par exemple ? Avez-vous déjà pensé à cette question ? Et deuxième question est plutôt dirigée à Renata. Quel est votre plan ? Votre plan d'architecture pour le nouveau bâtiment ? Je pensais au Humble Forum et voir comment il a été proposé pour recréer le palace. Donc, votre objectif est-il de recréer une toute nouvelle architecture ou avez-vous un plan de reconstruction tel que le bâtiment était par le passé ? Nuna ou Renata ? En ce qui concerne l'architecture, c'est quelque chose dont nous sommes en train de discuter. Tous les plans sont en ligne, de toute façon. Vous pouvez chercher le Musée national de Rio et vous verrez les plans pour les nouvelles installations, mais également les plans de restauration. Nous sommes soutenus par l'UNESCO pour la restauration du bâtiment. Par ailleurs, nous sommes en train de discuter de savoir quel type de souvenirs du feu, de l'incendie, nous voulons garder dans le bâtiment. Le débat est ouvert. Vous pouvez voir la page Instagram du musée et des liens vers tous les projets pour voir toutes les agences qui travaillent à cette question architecturale et cette question de restauration du bâtiment. Donc c'est la partie nouvelle d'exposition, mais également la partie
des nouveaux bâtiments pour les membres du personnel. Et tout ça est sur Internet. Il y a des débats en cours, évidemment. Le côté plus monarchiste veut garder le bâtiment tel qu'il était, qu'il ressemble à la maison des empereurs, si on peut l'appeler ainsi, comme elle l'était par le passé. Et puis, d'autres personnes qui veulent avancer une idée de ce qu'ils avaient de mémoire d'enfance, en fait. Leurs souvenirs d'enfance. Ce qui était le lien pour eux avec ce musée. Donc c'est des personnes qui sont vraiment très intéressées par un nouveau musée qui est lié au passé. Il y a également d'autres projets et d'autres discussions. Tout ceci est en ligne. Il y a même les plans pour les nouvelles possibilités de propositions architecturales en ligne. D'autres questions? Nuno? Oui. Alors, je désirais tout d'abord remercier les personnes qui posaient cette question parce que nous sommes en train d'en parler en fait. Et donc ça nous aide d'y penser, de penser à l'avenir. Tout d'abord, deux choses à préciser. Pour cette discussion, ce n'est pas vraiment une réponse à la question, c'est plutôt une façon de réfléchir à partir de cette question. L'objectif, c'est d'avoir une collection jumelée, c'est-à-dire une collection qui est dans les deux endroits au même moment. Nous sommes en train de collecter des objets du domaine public que nous voulons utiliser et nous ne sommes pas en train de nous concentrer sur de l'art unique pour le moment. Ce qui est compliqué avec cette collection, c'est que une partie peut être comprise ici à domicile et une autre partie ne le sera pas dans l'autre musée. Donc il va falloir un travail de traduction. Et c'est un réel défi. Je ne sais pas quoi vous dire à propos de cette question des 5 ans, de cette périodicité, mais je pense que plus nous avancerons dans ce projet, nous saurons mieux ce que nous voulons pour l'avenir de ce projet. Nous sommes dans les processus de regrouper les collections pour le moment ici, et certains de ces processus se dérouleront ici à Vancouver et d'autres se dérouleront à Rio. Oui, je voulais également effectuer un commentaire. Je me rappelle de votre exposition à Coimbra sur l'immigration. Vous aviez dit que les choses peuvent voyager, mais pas les personnes. Et je ne pense pas que nos objets devraient voyager. Je pense que peut-être les objets devraient être séparés, moitié-moitié, et les personnes devraient faire le voyage. Pour comprendre comment on peut faire des choses différentes avec les mêmes objets. Ce serait peut-être ça l'objectif. Oui, tout à fait. Merci. D'autres questions peut-être? Oui? Merci. Je me posais une question. Pourriez-vous nous dire comment est née cette relation entre vous deux? Qui a pris l'initiative? Qui a choisi ce partenaire en particulier? Était-ce lié à cet incendie à Rio? Ou quelque chose de préalable à cet événement? Et pourquoi avez-vous donc choisi ce partenaire de travail et pas une autre institution brésilienne? Vous auriez pu également traverser l'Atlantique et travailler avec le Mozambique, l'Angola. Vous aviez tous les choix à votre portée. Pourquoi celui-ci?
Je pense que la question, c'est de savoir d'où vient notre relation. Alors, à Vancouver, nous travaillons avec le musée de Rio depuis longtemps. Ce n'est pas une nouvelle relation, un nouveau partenariat. C'est un nouveau projet entre deux institutions qui collaborent depuis longtemps. C'est peut-être quelque chose de plus formalisé. Depuis 2012, où nous avons un membre du... depuis que je travaillais ici, mais avant même quand je travaillais au Portugal, parce que je suis d'origine portugaise. Et à l'époque, on travaillait déjà avec le Musée national. Et donc, lorsque j'ai déménagé du Portugal au Canada, ici à Vancouver, c'est l'une des choses que le MOA peut offrir, c'est-à-dire un autre niveau de capacité de mobilisation par rapport aux collections. Il y a eu deux autres exemples de collaboration, par exemple le travail que nous avons effectué à Rio pour la création d'une exposition de la collection africaine. Nous avons travaillé à des ateliers avec les personnes et également par rapport à une exposition en Angola et au Cap-Vert. Et je pense que c'est là vraiment qu'on a convergé. À la surprise de mes collègues ici, j'ai amené la collection du nord-ouest du Musée national de Rio, qui est assez ancienne. Donc c'est vraiment une collaboration qui existe depuis longtemps. Et ce n'est qu'un nouveau projet qui s'appuie sur cette collaboration. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas collaborer avec le Angola ou le Mozambique. Avec l'Angola, c'est un dossier qui est en permanence ouvert. Nous avons beaucoup de collaborateurs qui y travaillent. Je ne sais qu'ajouter. Pour nous, c'est une relation tout à fait naturelle. Il s'agit de garder cette relation intellectuelle en état et dans les deux directions. J'avais l'impression, moi, que nous ne voulions m'aider. Aider le musée, mais m'aider moi-même. Je ne sais pas qui que ce soit, quelle que soit l'institution, si on aurait pu choisir quelqu'un d'autre, parce que nous avons de longues histoires, de longues expériences de collaboration. Et je me rappelle d'un moment, avant l'incendie, nous étions dans une réunion et nous discutions de la possibilité de partenariat. On a travaillé ensemble et nous avions des conceptions communes quant aux études de patrimoine, aux études muséales. Et donc, nous les voyons comme un outil afin d'améliorer la citoyenneté. C'est quelque chose c'est des principes que nous avons en commun. Nous pensons vraiment à la citoyenneté patrimoniale, voir le musée comme le catalyseur de la différence dans la société. On a un peu vraiment les mêmes principes, je pense. On les partage. Peut-être une affinité épistémologique, mais également une conception morale, une conception de l'étude du patrimoine. Dans nos relations avec le travail sur le terrain, le dialogue avec les personnes, le dialogue avec les communautés, je pense que c'est vraiment la base de ce partenariat. Merci beaucoup. Merci beaucoup Renata et Nuno. Je pense que nous allons en rester là pour ce panel. Je pense que nous avons déjà dépassé de 20 minutes notre
programme. Donc merci beaucoup de participer, d'avoir participé à ce panel. Bien sûr, vous êtes invités à rester pour le débat qui suit. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'ai déjà commencé à vous suivre sur Instagram. Et je pense que nous nous rendrons sur la page internet du musée parce que nous nous réjouissons de voir ce musée renaître de ses cendres. Merci. Avec le système que nous utilisons, je ne sais pas si les panélistes des autres panels de cette conférence peuvent être affichés à l'écran. Je pense que la plupart d'entre eux sont connectés, mais je ne sais pas qui exactement. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions d'ailleurs. Peut-être que certains d'entre vous, la plupart d'entre vous, suivent la conférence depuis le premier jour, donc n'hésitez pas. Échangeons, discutons. Je ne vous demande peut-être pas de faire un résumé de la réunion, mais plutôt de partager vos impressions. Ou peut-être auriez-vous des questions urgentes ou des choses que vous auriez aimé que l'on aborde? Karine, peut-être? Mais moi, j'aimerais poser une question à Karine, en fait. L'objectif de cette conférence, c'était vraiment, peut-être pas de confronter, mais plutôt d'évaluer, de manière générale, les questions de la recherche en provenance, dans différents contextes, pas uniquement dans le cas de l'Europe, mais c'est vrai qu'ils sont souvent plus compliqués dans le cas européen, en Allemagne par exemple, comme on l'a vu. Et ce que nous avons pu observer, c'est ceci. Tout d'abord, la première et principale différence, c'est que, par exemple, vous avez une collection ethnographique dans un musée, dans un pays où les peuples autochtones ont vécu en même temps qu'une population du pays. C'est très différent en Europe où nous sommes isolés et loin de l'endroit où les collections ont été créées. Par ailleurs, souvent, on a vu que l'idée de développer la confiance, des relations à long terme, des négociations était mise en avant. La co-construction également, plutôt que de simplement établir des régimes de propriété, des questions juridiques, d'exportation, d'importation. Non, on voit plutôt les objets tout d'abord. Et on a vu beaucoup d'exemples où ils n'étaient même pas de simples objets, que c'était des ancêtres, des personnes, des objets qui portaient une force spirituelle en eux, qui étaient des êtres. Et donc la question était de savoir comment reconnecter à ces êtres, recréer des relations, les ramener vers leur patrie et vers les communautés en question. Je pense que c'est une discussion qu'on a déjà eue avec quelques personnes ici dans la salle, et ce qu'on a pu apprendre de nombreuses personnes, c'est l'importance donc des relations. C'est le mot principal. On peut effectuer du travail de recherche en provenance, mais quiconque effectuant ce travail, c'est que c'est un travail qui s'appuie sur les relations qu'on établit avec les objets, avec les collections, avec les archives, mais également, bien sûr, avec les personnes. C'est vraiment ce dont nous parlions entre nous. Hier, aujourd'hui, nous avons entendu des panélistes qui nous ont parlé de l'importance des relations. Donc, je pense vraiment que c'est la clé dans tout cela. Je ne sais pas si quelqu'un peut reprendre la parole en présentant un exemple spécifique dans votre pratique individuelle, mais voilà, c'est ce que je peux dire. Ce qui m'intéresse, c'est de relier les recherches en provenance, la co-création,
le passé, le présent et l'avenir, mais même en termes de pratique, puisque c'est, je pense, ce que ce genre de conférence permet. On peut répondre à des problèmes contemporains, changeants, en nous appuyant sur des connaissances du passé. Et c'est le travail des conservateurs. Il est important de réaliser qu'on effectue un travail en connexion avec d'autres acteurs. Cela semble être la base, mais voilà, je voulais parler de ceci, mais également pour les musées européens, vous l'avez dit, la relation peut être différente avec les peuples autochtones et les communautés locales. En effet, ces personnes ne vivent pas sur le continent européen. Et nous savons que beaucoup de musées européens travaillent à la question de la diaspora. La diaspora, c'est quelque chose de clé, même dans le cas des peuples autochtones. Par exemple, au Royaume-Uni, nous avons les musées qui ont été les premiers à discuter des questions des peuples autochtones grâce à la diaspora de peuples autochtones qui vivent au Royaume-Uni. Donc peut-être que notre point de vue nous rend plus prudents et nous demande de cette question, nous nous posons cette question, est-ce possible? Mais oui, c'est possible, c'est tout à fait possible. Alors j'avais une question pour vous. Comment mettre la recherche en provenance en pratique? Ce sont les personnes du MEG qui y travaillent? Ou faites-vous appel à des doctorants, des chercheurs externes pour travailler à cette tâche? Je sais que c'est quelque chose d'assez commun de nos jours. Il y a un projet aux Pays-Bas qui vient de commencer. Et je sais que c'est quelque chose qui se déroule dans toute l'Europe. Donc je voulais savoir si c'était plutôt un travail interne ou si vous faisiez appel à d'autres personnes pour prendre part à ce projet. Peut-être qu'on pourrait poser la question à Roberta, notre collègue, si elle nous entend, puisque c'est le membre du staff qui travaille depuis le plus longtemps ici au MEG et une personne très active en matière de recherche en provenance. Donc peut-être que vous pourriez nous expliquer l'évolution que vous avez observée dans cette partie du travail de conservateur ces dernières années et expliquer ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, je dois dire, je m'occupe. Une histoire assez longue aussi parce que je suis la personne, je suis la conservatrice qui est là depuis le plus longtemps. Et donc, je suis celle qui était là avant les autres. Peut-être la plus âgée également, malheureusement. Mais, donc, dans les collections, on voit qu'il y a une longue histoire de reconnexion, de collaboration. Pour différentes raisons. Peut-être aussi parce que cela dépend des objets que nous possédons, parce que l'Australie est un pays qui est très collaborateur avec nous. Et donc j'essayais de trouver par exemple le titre d'un document, et je ne me rappelle plus exactement comment il s'appelait. Il était publié dans les années 90 par un Australien que vous connaissez peut-être. Oui, le titre de ce document était... Et je ne me rappelle pas exactement les termes, mais c'était de dire que les anciennes propriétés devaient être transformées en de nouvelles façons de collaborer et d'autres responsabilités. Donc c'était peut-être ce qui a dirigé ma pratique. Alors bien sûr, c'est lié à l'Australie, mais pas seulement aux collections australiennes. Mais votre question est également de savoir si vous faisiez appel à des étudiants en post-doctorat. Alors pour le moment, oui. Mais je dois vous dire que c'est plutôt les chercheurs qui viennent vers nous. Peut-être pour effectuer un commentaire, parce que cela fait partie de notre musée, nous avons un projet en recherche en provenance et la première phase de ce projet, puisque évidemment c'est un projet qui est en cours,
Et donc la première phase est celle-ci, c'est de renforcer tout d'abord notre réseau, notre relation. Donc nous travaillons sur différents fonds, surtout en provenance d'Afrique en particulier, et des musées en Suisse. Et donc nous avons créé un réseau de recherche en provenance. Nous sommes très impliqués et nous avons également des étudiants. Pas encore des postdoctorants, mais oui, nous avons des programmes de stage avec des étudiants qui viennent de manière assez courte, mais travailler sur ces questions de recherche en provenance. On pourrait dire que pour le moment, peut-être que le département Afrique le fait, mais pas les autres. On n'est pas assez proactif. On n'est peut-être pas proactif pour le moment. C'est plutôt les projets qui viennent vers nous. Par exemple, le projet Goulani. Et avec qui nous avons entendu ce matin. Mais c'est des projets qui sont venus vers nous, même si nous travaillons dessus depuis quelques années. Mais nous, bien sûr, nous nous montrons très collaborants. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici, présente cet après-midi. J'étais également là pendant la conférence précédente. J'ai une question concernant votre vision interne au musée. Est-ce que vous vous attendez à ce que le public vous donne des idées? Ou est-ce que vous avez vos propres idées et est-ce que vous pouvez les partager au niveau mondial, si je peux dire, car on parle de diverses collections dans plusieurs pays. J'avais le sentiment des deux personnes qui étaient loin donc cet après-midi, c'est qu'elles parlaient d'exposition pour le public au niveau local. Je me demande si vous avez une autre conception de l'anthropologie. Je ne suis pas du tout dans ce domaine en ce qui me concerne. Oui, toutes les réalisations en termes de recherche, à un moment donné, doivent être partagées avec le public. Je pense que nous le faisons de diverses manières, comme aujourd'hui, par exemple avec une conférence mondiale, mais également avec une programmation publique. Par exemple, l'exposition temporaire actuelle ouvre diverses voies pour discuter de ces questions, comme nous en avons parlé cet après-midi ou hier, donc de manière différente peut-être, car nous avons une approche thématique avec cette exposition temporaire. Et l'idée, c'est vraiment de repenser les relations avec les objets, l'environnement, quant à la décolonisation. Donc, c'est vraiment des questions que nous souhaitons partager avec le public. Nous organisons des conférences, des projections de films, et justement, pour avoir des idées sur ce dont nous avons besoin, pour avoir une conversation plus large. On ne fait pas cela que pour nous, les professionnels du musée. Toutes ces questions sont autour de nous. Et bien sûr, nous avons besoin du plus d'idées possibles, si je puis dire. Peut-être que le texte dans la brochure pour la conférence, l'idée initiale, c'était la question de nous demander est-ce que la recherche de provenance répond à l'aspiration des collection stakeholders quant au pays d'origine et à la diaspora. Est-ce que vraiment cela leur sert ou est-ce que c'est plutôt un travail que nous faisons car nous nous sentons obligés pour pouvoir être légitimes quant à une collection, pour ne pas avoir de problème parce qu'on a des coutumes en tant qu'universitaire, on veut écrire les choses et laisser une trace dans l'histoire. Est-ce que c'est utile? Est-ce que cela sert les besoins
de ces peuples qui ont justement une approche différente quant à ces objets. Vous pourrez écouter à nouveau la conférence sur la chaîne YouTube, mais dans certains cas, les gens ne parlent pas d'objets, mais d'ancêtres, de choses secrètes liées au monde spirituel. C'est social, c'est émotionnel. Et notre travail en tant que connaisseurs des archives et historiens, est-ce que la serre les a intérêts de ces peuples? On a d'autres questions, peut-être de la part de nos conservateurs ici dans le musée. Donc la plupart des personnes qui sont des représentants des communautés sources, ils ont parlé de ce soin à apporter justement à ces objets quant à leur stockage. Je connais une partie de la réponse. Il serait utile de dire que normalement, c'est aussi la façon dont on conserve l'objet dans le passé récent. Donc un musée, c'était de conserver donc un objet statique, immobile. Il n'y a pas de changement quant à sa composition, à son intégrité physique. Mais maintenant, c'est beaucoup plus vivant. Donc, à un moment donné, voilà, en fait, c'est une autre conception des collections, finalement. Merci pour la question. Comment est-ce que je vais répondre à cela? Il y a eu beaucoup de débats et de réflexions dans le domaine de la conservation au cours des 20 dernières années. En ce qui concerne le fait qu'un musée, c'est vraiment une façon, disons, occidentale de conserver les objets. Donc, ils restent dans le musée comme quand ils arrivent. On a aussi fait l'expérience que ce n'est pas le cas parce que le musée a un effet sur ces objets. C'est quelque chose qu'on doit reconnaître. Au cours des 20 dernières années, on doit aussi reconnaître que le soin à l'égard des objets, des cultures et des traditions n'est plus la même. Donc la conservation occidentale est très colonisée. La décolonisation, c'est une manière différente d'appliquer nos pratiques en tant que conservateurs. Donc l'idée, c'est de changer nos pratiques et de faire les choses différemment. Et j'espère qu'on pourra accompagner des institutions, des communautés sources, lorsque ce sera le cas. Il est également important de mentionner quelque chose que David Boxley nous a dit. L'institution de missionnaires avec laquelle il a collaboré aux États-Unis, c'est le fait que, en fait, ce qui est important aujourd'hui, pour eux, c'est de revitaliser la culture. Même si c'est paradoxal, parce que les objets ont été pris, ils ont été accaparés, mais il est quand même important qu'ils aient été conservés. Donc, on doit en prendre soin. Dans le sens où aujourd'hui, ils ont un sens pour ces communautés sources. I'm so sorry to steal the microphone. Just wanted to add. Par rapport à ce que Lucie disait sur les perspectives de conservation, quelque chose que je n'ai pas bien formulé lorsque j'ai posé la question quant au musée au Brésil, c'est que tous ces bâtiments coloniaux
qui accueille maintenant le musée national, ce sont des destinations potentielles, des objets qui ont été restitués. Donc il y a des pratiques qui sont très négatives et néfastes. Donc il y a une hypocrisie de la part des institutions occidentales lorsqu'elles disent qu'ils vont prendre soin de manière adéquate de ces objets. Nous devons décoloniser nos propres pratiques et contribuer à la décolonisation des pratiques de conservation dans d'autres environnements. Par exemple, la région Asie-Pacifique. Donc, les exigences et le climat sont très différents. Donc, les bâtiments ne sont pas appropriés pour prendre soin de ces objets. Donc, on pourrait tout à fait argumenter que les conditions de conservation ne sont pas adéquates et que si les objets étaient au sein des communautés, ça serait plus approprié. Donc, il pourrait y avoir un contrôle plus important de l'environnement. Et parfois, cela pourrait justifier la restitution de ces objets. Voilà, c'était le dernier ajout que je souhaitais faire. Ma question est en lien au premier terme, décolonisation. Ça m'a intéressé, donc cette question, par rapport à ce que Macron avait déclaré et tout le débat que cela a généré. Donc j'ai vu les réactions des différents musées, notamment en Europe, et je me suis rendu compte que beaucoup des musées étaient un peu sur la défensive quant aux propositions clés relatives à la restitution des titres de propriété. Et j'ai vu qu'il y avait cette recherche de provenance. C'était une réponse immédiate, mais c'est plus compliqué que cela. À qui rendre les objets et comment? Voilà, il y avait ce type de questions. Donc ma question maintenant, c'est, je pense que ce que j'ai vu durant ces quelques heures de conférence, c'est l'importance de cette création de relations. Donc vraiment, ce point, vous y avez insisté dessus de manière convaincante. Donc ces objets, ces articles doivent être revitalisés, pas seulement par l'intermédiaire d'un titre de propriété, mais par la relation avec ceux qui en prennent soin, ceux à qui ils appartenaient à la base, pour qui ils ont une signification et ces dimensions sont absolument essentielles. Et cela doit être développé. Mais en même temps, je me demande si en développant ces dimensions, on n'oublie pas la question clé de base. À qui est-ce que ces objets appartiennent et qu'est-ce que nous faisons? C'est une question de propriété. Donc, voilà, c'est vraiment la question, même dans cette conférence. Oui, tout à fait. C'est une question à laquelle on doit répondre dans différentes réunions, pas seulement celle-ci. C'est pas une résolution qui se fait au niveau d'un État à un autre. Donc, ma direction dans cette conférence avec Aude et la programmation et les autres orateurs, c'était de dire qu'il n'y a pas une solution. Il y a des approches diverses. C'était pas le point. Parfois, des centaines de milliers d'objets sont restitués aux communautés en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, etc.
parce qu'il y a eu des négociations, les objets peuvent être restitués, il y a différents types de possibilités. Et dans le contexte européen, même avec les diasporas, les musées, parfois les autorités ont une difficulté justement. Il y a une radicalisation du débat, une cristallisation du débat sur cette notion de propriété. Ça a été volé et ça doit être rendu. Bien sûr. Mais la décision de certains États, la France, la Belgique ou l'Allemagne, de restituer ces objets, c'est parce qu'il a été effectivement convenu qu'il fallait retourner ces propriétés. Mais au-delà de cela, il y a des débats qui souvent n'apparaissent pas dans les couvertures des médias quant aux décisions à qui rendre ces objets. Donc la décision, parfois c'est une résolution au niveau des États entre eux, avec l'établissement de collaboration pour la conservation, avec les scientifiques, etc. Et il y a une loi où nous entendons parler beaucoup d'objets qui ont été volés au Nigeria, par exemple, mais à qui faut-il les rendre? Aux membres de la famille, au clan ou à l'État? Il y a une décision à prendre à ce niveau-là et peut-être ils ne sont pas d'accord sur le terrain. Donc c'est bien plus complexe. Ça, c'est une approche. Pour moi, ce qui est important de montrer au monde entier, c'est que on cherche des solutions négociées à long terme et parfois de manière très positive qui permettent non seulement la restitution d'un objet ou d'un ancêtre, et il faut comprendre que ce n'est pas la restitution d'un objet, mais souvent de quelque chose de bien plus significatif. Et dans ce processus, on crée non seulement de nouvelles connaissances, mais surtout de nouvelles relations. C'est la position de la Belgique. Ils disent, voilà, si on peut prouver que ça a été volé, il faut que ce soit restitué. Oui, mais c'est vraiment des milliers d'années de travail pour faire cela. Mais c'est mon avis personnel. Donc dans la sphère politique, pour justement résoudre la solution, c'est ok, ça a été volé, il faut que ce soit restitué, fin de l'histoire. Finalement, c'est une erreur. Et c'est pourquoi on est aussi habitué à cela. On doit travailler ensemble au niveau le plus proche du problème avec l'objet. Donc dans les musées, nous sommes bien sûr les gardiens de ces collections et nous sommes en direct avec les personnes qui demandent, qui disent justement qu'ils ont un lien direct très spécifique avec l'objet. Après, est-ce qu'il y a d'autres instances supérieures qui entrent en jeu? Ça peut arriver, mais jusqu'alors, pourquoi est-ce qu'on a ça? Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui. Donc, nous essayons de connecter Khadija à nouveau. Il y a une question du public en ligne. Est-ce qu'il y a des plans par rapport à la recherche de provenance en ce qui concerne les questions discutées dans cette conférence? Alors, brièvement, je l'ai déjà dit dans mon introduction hier, il y a beaucoup de réseaux aujourd'hui. L'année dernière, certains de nos conservateurs faisaient partie d'un groupe
qui ont initié l'initiative Suisse Bénin, qui ont travaillé donc dans la ville du Bénin. Ils ont créé un réseau de recherche de provenance quant à la collection du Bénin. Et ça fait également partie d'un réseau plus large, l'initiative Bénin. Ce sont des conservateurs de plus de 10, voire 20 musées en Europe qui ont des collections. Et donc la question de la recherche de provenance, c'est en lien aux associations. Donc il y a vraiment de nombreux réseaux à ce niveau-là. Is Khadija here? Khadija, vous êtes de retour? Okay, so she's not connected. Elle n'est pas connectée. Ah, but there is Nuno Porto. Il y a Nuno qui souhaite intervenir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je souhaitais partager avec vous quelques réflexions relatives à la conversation sur la restitution avec les recherches de provenance. Le consensus. Il y a deux choses en fait. C'est que les musées ethnographiques, ils sont très bien équipés. Et s'ils le souhaitent, ils peuvent tout à fait gérer cela et amener des opportunités quant aux urgences donc de restitution. J'aimerais dire quelques points. Quant à mon expérience au musée d'anthropologie, la première chose, c'est qu'en 2006, pour la décolonisation de ce musée, on avait réalisé qu'il y avait une dimension conflictuelle. Lorsqu'on regardait à nouveau les collections, et le fait de travailler dans la direction justement de relations contemporaines, c'est quelque chose que j'ai essayé de gérer en lien avec le côté politique. Nous pensons que les collections seront ici pour un certain nombre de générations après nous. Mais dans cet objectif, il est nécessaire qu'il y ait cet aspect politique dans les collections muséales. Donc il y a un débat politique. Donc moi j'ai grandi au Portugal pendant une période de révolution. Certains politiciens, donc on a besoin d'eux justement pour la création de notre avenir. Avec les collections ethnographiques, ces collections peuvent nous aider à restaurer des relations. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de penser aux relations sociales et de trouver des manières pour mobiliser les collections dans le sens qui pourra nous aider à penser de manière collective à de meilleures solutions pour arriver dans un monde dans lequel on a envie de vivre. C'est une étape du travail ici à Vancouver, mais
Comme ma collègue l'a mentionné, donc au Brésil, comme Boris l'a dit, chaque cas est un cas différent et c'est aussi la difficulté du processus. Nous devons nous engager. C'est pas la même chose de travailler avec les Afro-Brésiliens au Brésil et c'est pas la même chose en Afrique ou des étudiants à Genève. Cette diversité, c'est une richesse que nous avons collectivement et qui nous permet de mieux travailler ensemble. Je pense que le processus de restitution, c'est pas juste de rendre l'objet. C'est justement de se rendre compte qu'il y a, que l'on garde ces objets et il ne faut pas nier qu'il n'y a pas de représentation justement de ces peuples autochtones et pour diverses raisons. Parfois, ces formes de connaissances ne sont pas écrites en anglais ou en français, ça peut être par exemple en portugais, mais souvent on les ignore. À nouveau, il faut décentraliser cela et bien sûr que le niveau local est crucial. Voilà, je vais m'en arrêter là, merci. Il y a également Renata qui souhaite intervenir à nouveau. Je voulais simplement vous dire que j'étais là avec vous. En fait, c'est pas que j'ai une question. I think you have another question or point. Il me semble qu'il y a une autre question. J'ai beaucoup aimé l'intervention que nous venons d'entendre à l'instant. C'est une excellente chose de décoloniser. La préservation, la conservation de l'objet pour revitaliser les relations entre les objets et nous. Ou les propriétaires de base. Il y a beaucoup plus de potentiel dans ces objets par rapport à ce que l'on a maintenant pour justement contribuer à une nouvelle relation. Je deviens très ambitieux, mais en Europe et en Afrique, par exemple, ou en Europe et d'autres pays qui ont été colonisés au cours des derniers siècles. Il y a un aspect politique qu'il faut prendre en compte dans ce processus. Nous avons besoin de ce changement géopolitique. Et le processus en cours dans les musées à l'heure actuelle peut être un moteur dans ce processus. Yes, you're absolutely right. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. L'objet des collections, on agit comme médiateur. C'est pas une question politique. Toutes ces questions, elles sont très politiques. Mais à quel niveau de politique est-ce qu'on veut? On ne veut pas que ces processus soient aliénés ou instrumentalisés. Avec des personnes dont on n'entendra pas la sensibilité, justement avec les gardiens de ces cultures. Pardon, je me suis perdue, donc je ne sais plus ce que je voulais vous répondre en fait. Alors, oui, le potentiel est là depuis longtemps.
En ce qui concerne l'Afrique, et c'est une des raisons plus personnellement, l'idée qu'une restitution de par la loi, ça serait une chose. C'est ce que le législateur ou ce que l'État souhaite. Alors c'est ce qu'ils auront, si je puis dire. Mais on doit voir comment potentiellement on peut faire avec ces collections, justement, avec les collection stakeholders. Donc les collection stakeholders, c'est les personnes qui ont une affiliation avec ces collections. Nous n'avons pas d'autres questions. Nous arrivons à la fin du planning prévu. Donc c'était de longues journées pour toutes les personnes qui ont suivi les 2 jours. Merci beaucoup. Merci pour les personnes en ligne d'avoir été présentes.